Amis festivaliers, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au programme, la nouvelle vague catalane avec deux réalisatrices, Elena Martín et Clara Roquette. Et puis une question, connaissez-vous le giallo? Nous partirons à la découverte de ce genre cinématographique italien qui mêle horreur et érotisme. Mais avant cela, direction Sète, sur les terres d'Agnès Varda, mise à l'honneur cette année par le festival. Dans les années 50, Agnès Varda filmait Sa pointe courte, avec du linge aux fenêtres et Philippe Noiret. Depuis, rien n'a vraiment changé. Tous ici vivent au rythme de l'étang, les pêcheurs comme les chats. Toujours présente sur les murs du quartier, la pionnière de la nouvelle vague est restée dans le cœur des Sétois. Michel Isoard en garde un joli souvenir. C'était une amie de La Pointe, Agnès Varda. C'est-à-dire qu'Agnès Varda, quand elle est venue, elle n'avait pas un centime pour Isidira, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle cherchait des figurants bénévoles, elle était venue dans ce quartier qu'il n'y avait plus parce qu'elle avait visité pendant la guerre. Et donc, elle a pris les gens comme ça, au hasard, en demandant s'ils étaient d'accord. Il y avait mon père aussi dans le film, il y avait ma mère. Hein. Et moi, j'ai figuré aussi, je n'avais que 3 ou 4 ans. Arrivée de Belgique pour fuir la guerre, la réalisatrice s'installe avec sa famille sur une péniche dans les années 40, en bord de canal. Elle y rencontre Jean Vilar et sa bande. Tous imprégneront son côté artistique, toujours proche des gens. Cette famille a vraiment été sa famille de cœur. Donc je crois qu'elle a été vraiment extrêmement heureuse, malgré les circonstances vraiment douloureuses qui l'ont conduit à Sète. Ça a été vraiment des moments de liberté. Elle était en plus scout, donc elle allait beaucoup camper, faire de la guitare, aller faire du vélo. Enfin, tout d'un coup, c'était une sorte de goût de la liberté. Le réalisateur a présenté son documentaire Viva Varda au festival. Il sera diffusé en novembre sur Arte. Qu'elle soit classique, épique ou même ethnique, dans un film, la musique joue plusieurs rôles. Elle peut même parfois faire toute la différence. Ici, au Cinémed, un prix lui est spécialement dédié. Mais alors, à quoi ça tient une bonne musique de film ? On a tous les trois une histoire différente, une approche professionnelle différente de la musique. C'est ça qui est intéressant dans l'approche. En fonction de l'histoire qu'on nous raconte, on essaye de voir si la cohésion entre la musique et ce qu'elle nous procure, c'est-à-dire en sensation, en émotion, en rythme, en harmonie, et essayer de voir si tout ça coordonne bien et finit par donner la petite étincelle de plus. Ça peut être des effets sonores. À partir du moment où c'est original, créatif et que ça colle parfaitement au film, ça nous est arrivé de primer ça plutôt qu'une partition parfaite, symphonique. Je vais être plus sensible à une grande partition, mais tout à fait, je rejoins aussi mes collègues du jury pour dire qu'un petit coup de percussion au bon moment a tout aussi son importance. La remise de prix, c'est samedi. Quel est votre ressenti pour l'instant ? Secret défense. Oui. Jusqu'au dernier visionnage du dernier film, on ne sait pas. Tout peut arriver. Voilà. Ouais. Les réalisatrices espagnoles Elena Martín Gimeno et Clara Roquette présentent leur film Creatura et Libertad, une nouvelle vague catalane particulièrement mise en avant cette année au Cinémed. Estáis aquí en Montpellier para representar, según el festival, una nueva forma de lo que se puede llamar ola catalana. ¿Cómo se puede definir este movimiento? Para mí, más que películas que tengan en común un estilo o un contenido, creo que es más el hecho de que compartimos un momento histórico, nos hemos ayudado, muchas hemos trabajado en las películas de las otras y que se ha generado un tejido de colaboración y en ese sentido como de sororidad. Pues creo que es un tema de coincidencia espaciotemporal, ¿no? Y de generación, de que nos entendemos muy bien porque muchas veces hemos estudiado juntas, venimos de las mismas escuelas y hemos leído los guiones las unas de las otras, hemos tenido como momentos de duda y nos hemos apoyado y somos amigas, ¿no? Y se puede decir que presentáis una visión diferente de la mujer y de la sociedad catalana, especialmente sobre temáticas muy personales. Hay un cuidado de la intimidad en las películas que hacemos, pero todo lo que entra en una esfera más sentimental, emocional, íntima, incluso familiar,
tiende a describirse como conflictos personales o pequeños, cosa que, bueno, que creo que es importante empezar a romper, porque yo creo que en lo íntimo hay algo terriblemente político y que justamente este tipo de narrativas, como es el caso, por ejemplo, Criatura, de la sexualidad. Sexualidad es un tema necesariamente universal, o en la peli de Clara, Libertad, habla del privilegio y de la diferencia de clase. O sea, ¿cómo puede ser esto un tema personal? No debería serlo, debería ser un tema universal y político. ¿Cómo se explica que el cine catalán tenga por el momento más exposición y más visibilidad en comparación a otras regiones de España? Cataluña o Galicia son regiones que tienen financiación propia y creo que influye mucho. Por ejemplo, si nos preguntamos por qué en las nuevas pelis de cine catalán no ha salido todavía un thriller, también tiene mucho que ver con los presupuestos de los que disponemos, ¿no? Entonces, seguramente vamos a ver también esas miradas ya más materializadas, igual teñidas de algo más de género. Esto yo creo que va a pasar. Lo que pasa es que, claro, una primera o una segunda peli tiene una financiación concreta y más dirigida por una mujer, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y buen fin de festival a vosotras. Muchas gracias. Une femme en rouge apparaît tous les 100 ans pour commettre 7 meurtres. C'est le synopsis du film de 1972, La Dame Rouge tua 7 fois. Projeté jeudi soir dans le cadre des Rendez-vous Fantastiques, ce long métrage est un giallo, un genre peu connu du grand public. Ça ne me dit rien du tout. Ouais, je connais le giallo. Ouais, je connais. Le giallo, Oui, je sais ce que c'est du coup, et c'est pour ça que je viens entre autres, parce qu'on voit pas souvent des giallo au cinéma. C'est en Italie que naît le giallo en 1963, avec la sortie de La fille qui en savait trop, inspirée par des romans policiers. Mais c'est en 1970 que le genre explosera avec L'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento. Le giallo va être marqué par une appétence pour les scènes, on va dire, plus violentes, un goût pour l'érotisme, et puis aussi pour tout ce qui est de l'ordre de la fétichisation des objets, notamment de l'importance des décors, les lumières aussi. Il y a toute une esthétisation du meurtre. Après plus d'une centaine de films produits entre 1970 et 1973, le giallo s'est peu à peu éteint par lassitude du public. Il connaît depuis quelques années un regain d'intérêt auprès des passionnés. La cinéphilie a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la critique, le public, c'est des cinéphiles qui ont grandi avec les vidéoclubs et qui ont découvert ce genre un peu par hasard dans les années 80. Un genre qui influence encore aujourd'hui le cinéma, comme en 2018 avec la sortie d'Un couteau dans le cœur, qui reprend les codes de ces films de niche. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne séance et à demain.